Bonjour à tous, bienvenue sur la philosophie de combat, vidéo numéro 4, aujourd'hui consacrée à l'ontologie, mais l'ontologie dans la pratique. La dernière fois, je vous ai raconté des choses sur l'ontologie, comme quoi tous les êtres, étudiés en tant qu'êtres indépendamment de ce qu'ils pouvaient être vraiment, sont soumis au temps en existence physique, sont injugeables et sont reliés. Et bien maintenant, à peu près ces visions théoriques, euh, c'est bien d'avoir des visions théoriques ou des idées théoriques, mais il faut toujours, comme j'ai dit dans ma toute première vidéo, que la philosophie est un point d'ancrage dans le réel, le présent et le quotidien. Sinon, ça ne sert à rien. Eh bien, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est toujours en vous parlant d'ontologie des êtres, je vais vous montrer ce que ce petit mot peut avoir d'important dans votre vie. Il a déjà une importance dans votre vie, mais je vais essayer là de vous montrer dans votre quotidien à quel point ce mot peut être important, et il est important de connaître l'ontologie. Rappelez-vous aussi que vous êtes un être humain, je suis un être humain. Et dans ce mot être humain, il y a le mot être, donc je suis un être. Et comme tous les êtres, je suis soumis au temps. Eh bien, qu'est-ce que le fait d'être soumis au temps peut changer pour moi? Bon, déjà, c'est évident que l'être humain est soumis au temps, c'est-à-dire on a une naissance, on vieillit, puis on meurt. Mais on va essayer de faire quelque chose dans son quotidien de cette réalité. Donc mon premier point, tous les êtres humains sont soumis au temps. Eh bien, c'est très important dans votre quotidien, parce que ça veut dire que comme vous êtes soumis au temps, vous êtes un être en devenir. Vous avez un passé, vous avez un présent, et aussi vous avez un futur. Et de savoir qu'on est un être en devenir est extrêmement important. C'est-à-dire qu'au cours de votre vie, vous allez vous modifier, ne serait-ce que atomiquement parlant, c'est-à-dire que dans le corps humain, toutes les cellules meurent et se régénèrent au fur et à mesure. Et en fait, tous les 7 ans, eh bien, au moins une fois, toutes les cellules de votre corps sont mortes au moins une fois et ont été régénérées au moins une fois. Ce qui fait que tous les 7 ans, finalement, bien que nous restions quelque part le même, eh bien, la composition atomique de notre corps est complètement différente. Nous sommes un être en devenir, un peu comme je l'avais expliqué dans le flux héraclitéen, c'est-à-dire qu'on ne se baigne jamais dans le même fleuve, on n'est jamais vraiment tout à fait au niveau quantitatif toujours la même personne, mais il y a quelque chose en nous qui reste. Et ce qui reste, cette chose-là, notre être, eh bien, est soumis au temps. Et j'aimerais juste étudier cette petite partie de l'être qui est soumise au temps. En tant qu'être soumis au temps, eh bien, je vais changer. C'est-à-dire que si vous êtes jeune, si vous êtes moins jeune, et puis si vous êtes proche de votre mort, à chaque moment de votre vie, vous pouvez changer, vous pouvez devenir. Tant qu'il reste un peu de temps devant vous, vous pouvez toujours devenir quelque chose d'autre. Alors pour ça, il va falloir le savoir déjà qu'on peut devenir quelque chose d'autre, et puis il va falloir le vouloir aussi. Mais on verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, on peut juste faire quelques remarques. Vous avez déjà remarqué que souvent les jeunes garçons, les jeunes hommes, ou voire même les hommes en général, ont une timidité à l'endroit des jeunes filles, ou des filles, ou des femmes. Ils sont timides. Alors, est-ce qu'on reste toujours timide toute sa vie? Alors, en fait, on va essayer d'analyser ça. Sachant que l'être est soumis au temps, l'être des jeunes garçons ne restera pas toujours le même, et ces garçons vont grandir, etc., vont devenir des hommes, et on va essayer de réfléchir comment ça se fait qu'un jour quelqu'un peut être timide à l'endroit des filles, et puis le lendemain, par exemple, eh bien, il peut ne plus être timide à l'endroit des filles. Alors on pourra me dire, les jeunes garçons ont peur des femmes parce qu'ils sont jeunes. Alors c'est une erreur, parce que de toute façon, si vous voulez, il y a des jeunes garçons qui n'ont pas peur des femmes, et pour des tas de raisons, et donc finalement c'est pas tout à fait la jeunesse qui peut déterminer si on a peur ou non des femmes, même si ça compte un petit peu. Le fait qu'on soit des garçons, c'est faux aussi, parce que certaines filles sont aussi timides en l'endroit des garçons, donc c'est pas le fait d'être ni jeune ni un garçon. Est-ce que c'est parce que dans l'être de, je sais pas moi, des jeunes garçons, il y aurait de la peur par exemple? Eh bien c'est faux aussi, comme je l'ai dit, certains garçons, certains jeunes garçons n'ont pas peur des femmes, mais ce n'est pas obligatoirement en grandissant que cette timidité va disparaître. Alors finalement, qu'est-ce qui fait qu'un jeune garçon, et plus tard dans sa vie, va se retrouver comme quelqu'un qui n'a plus peur des femmes, ou plus peur de, vous mettez ce que vous voulez, hein, ce genre de choses?
Eh bien, tout simplement parce que cet être a changé, s'est modifié. C'est-à-dire que quand on est jeune, on peut être timide, mais la timidité ne reste pas indéfiniment dans l'être humain. En tout cas, si on ne fait rien, elle a une chance de rester, mais si on change un certain nombre de choses dans sa vie, et si on devient autre tout en restant le même, c'est ça qui est difficile à comprendre, c'est qu'on est un être humain soumis au temps, et avec ce temps va se changer un certain nombre de choses. Et tout simplement, ce que fait la différence finalement entre le garçon qui aurait peur, qui serait timide par rapport aux filles, et celui qui ne l'est pas, c'est tout simplement un certain nombre de représentations qu'il a changé chez lui. Pensez tout simplement à tous ces enfants ou tous ces gens qui ont peur du noir. Eh bien, ils ont peur du noir, et puis soudainement, si vous allumez la lumière et qu'ils peuvent voir les contours de la pièce, ils n'ont soudainement plus peur du noir. Eh bien, pour beaucoup de choses qui nous font peur dans la vie, c'est souvent comme ça. C'est parce qu'on ignore les choses, on ne voit pas les contours, donc on en a peur. Et puis aussi, savoir que moins on connaît une chose, plus on fantasme, c'est-à-dire plus on s'imagine le pire ou le meilleur. Et plus on connaît une chose, plus on se rend compte qu'elle est souvent à l'échelle humaine, c'est-à-dire ni extraordinaire, ni si effrayante que ça. Savoir par exemple que les jeunes garçons qui sont timides des filles, il suffit que, on va dire pas le mot traîner, mais qu'ils restent un petit peu en contact ou qu'ils essayent un peu d'affronter leur timidité, et ils se rendront vite compte que ce qui leur paraissait si effrayant, ce n'était pas effrayant parce que, si vous voulez, c'était terrifiant en soi, c'était un être terrifiant, la jeune fille, c'était tout simplement parce qu'ils avaient une mauvaise représentation, une mauvaise expérience, ou pas assez d'expérience tout simplement, qu'on n'avait pas allumé la lumière dans cette pièce sombre dans laquelle ils se trouvaient, et quand on a apporté un petit peu, si vous voulez, de lumière dans cette pièce sombre dans laquelle ils se trouvaient, eh bien ils vont réussir à vaincre leur timidité jusqu'à ce qu'ils arrivent à autre chose. On peut avoir d'autres timidités, le fait de partir de ses parents, le fait de se marier, le fait de ceci, le fait de cela. Finalement, quand on se marie pour la cinquième fois, même si on sait qu'on va peut-être divorcer, c'est pas si grave que ça, puisque finalement, au bout de la cinquième fois, on se fait pas tout un pataquès de l'histoire. On a un peu d'expérience. Mais pour acquérir cette expérience, il va falloir avoir un peu de temps, se laisser du temps, et savoir que ce temps on l'a, puisqu'on est un être soumis au temps, donc profiter de cette réalité pour vous dire que vous allez changer et vous modifier. Mon deuxième point serait le suivant, c'est que par rapport à ce que je viens de dire, si on travaille un peu sur ces représentations pour aller au-delà de ses peurs ou de ses phobies ou de ses doutes ou etc., eh bien, savoir que un être dans le temps, surtout un être humain, c'est un être qui a la capacité d'apprendre. C'est très important parce que on est un être en devenir, et dans ce laps de temps où on va devenir autre, où on va devenir plus âgé, ce genre de choses, eh bien, on a le temps d'apprendre. Par exemple, si vous voulez devenir un grand guitariste, il va falloir se fixer un objectif de devenir un grand guitariste, un certain nombre d'heures, avoir un professeur de musique, je sais pas, ou avoir une méthode pour apprendre. Mais on a, comme la philosophie d'ailleurs, il va falloir se fixer une à 4 heures par jour, tous les jours, en faire tous les jours, et au bout d'un moment, ça finit par venir. Alors, la philosophie me paraissait très effrayante au départ, et puis maintenant, ça me semble beaucoup moins effrayant quand on a fait un peu le tour de la question. Ça peut être pareil pour les femmes ou pour d'autres choses, le fait de partir chez soi, le fait de rentrer dans la vie active et toutes ces choses-là. Et puis finalement, quand on y est, on se rend compte qu'on a été bête de ne pas n'avoir voulu les choses plus tôt. D'ailleurs, c'est très vrai, vous remarquez aussi souvent que les enfants, eh bien, quand vous les traînez je ne sais où, au parc, à l'église, à la piscine ou je sais pas où, au début, ils veulent pas sortir de la voiture, ils veulent pas y aller, et puis à la fin, ils veulent plus repartir, vous voyez, tout simplement parce que une fois qu'ils ont, comme on dit, franchir le Rubicon, entre parenthèses, franchir le Rubicon, ça veut dire qu'on franchissait cette rivière en Italie qui s'appelait le Rubicon. Une fois qu'on l'avait franchi, ça voulait dire qu'on allait attaquer Rome. C'est-à-dire qu'un général romain qui franchit le Rubicon va attaquer Rome. Donc il se place, une fois qu'il a franchi le Rubicon, au-delà de la limite à partir de laquelle il est considéré comme un ennemi de l'Empire, et quand on a franchi ce Rubicon, bah, on ne peut plus aller en arrière. Eh bien, si vous voulez, dans la vie, il va falloir franchir un certain nombre du Rubicon, et notamment pour se dire que moi aussi, par exemple, je peux essayer d'atteindre la philosophie, et quand on a franchi ce Rubicon-là, on arrive à arriver à un stade où on va se dire, moi aussi je peux. Moi aussi je peux jouer de la guitare, je peux apprendre la salsa, je peux devenir un grand cuisinier, je peux, etc. Il va falloir se donner du temps, il va falloir être patient, mais on peut changer, on est un être en devenir, et c'est très important de garder ça à l'esprit. Si vous voulez, euh, on a en philosophie une grande idée qui est la suivante, c'est qu'il y a une opposition entre nature et culture. Alors, comme toutes les oppositions en philosophie, c'est, je crois, souvent plus pour nous faire réfléchir que vraiment pour
parce qu'il y a une vraie opposition. Faut être débile pour s'opposer à un autre philosophe, ça n'a pas de sens en vrai, puisqu'un philosophe développe sa vision du monde, on peut la critiquer, mais on ne peut pas aller contre une vision du monde, ça n'a aucun sens. Eh bien, l'opposition nature et culture, c'est de dire qu'on a une certaine nature et que grâce à la culture qu'on va acquérir, que ce soit les beaux-arts, que ce soit la culture de rue ou n'importe quelle culture vous intéressant, eh bien, grâce à cette culture, vous allez devenir aussi autre. Et c'est pour ça que souvent entre guillemets les enfants de bonne famille, on essaye de leur donner une bonne culture qui va les amener vers un espèce de d'être supérieur, prétendument supérieur, intellectuellement parlant bien sûr. Et c'est pour ça que vous aussi, dans votre quotidien, vous pouvez réfléchir à la culture dans laquelle vous évoluez, ou un peu modifier cette culture, ou encore mieux, faire de votre propre culture pour essayer de devenir autre. Parce que vous êtes un être, je le rappelle encore une fois, soumis au temps, donc un être en devenir, donc savoir que ce que vous faites aujourd'hui aura, on espère, des conséquences parfois positives, parfois négatives dans le futur, et donc, sachant qu'on va devenir autre, il faut pas s'y préparer, mais il faut au moins le savoir pour pouvoir savoir que on peut devenir autre. Beaucoup de gens ne restent ce qu'ils sont, tout simplement parce qu'ils ne savent pas qu'on peut devenir autre. Bon. Ensuite, en philosophie, il y a une très très grande métaphore que j'aime beaucoup, j'aimerais faire part, toujours dans cette idée d'être soumis au temps, c'est que l'être humain, un être soumis au temps, eh bien cet être soumis au temps, c'est comme un bloc de marbre, et ce bloc de marbre, si vous voulez, le philosophe, ou le sage plutôt, celui qui a atteint un petit peu un niveau en philosophie, il va un peu comme prendre un marteau, et il va tailler ce bloc de marbre. Eh bien la philosophie vous invite à vous considérer comme un être brut, c'est-à-dire euh, ou d'essayer de retrouver chez vous qu'est-ce qu'il y a le plus brut, qu'est-ce qu'il y avait de plus brut à la naissance, on va dire, et de tailler ce bloc de marbre brut qui est votre être. C'est une image, bien sûr. Donc pas vous tailler la peau, hein, mais tailler ce bloc de marbre que vous êtes pour essayer de faire une magnifique statue, une œuvre d'art, et essayer de faire de votre vie une œuvre d'art. Sachant que, encore une fois, je le répète, vous êtes soumis au temps, donc vous êtes un être en devenir. Donc pensez à cette bloc de marbre que vous voudriez tailler à votre image. Parce que forcément, quand on n'est pas censé devenir ça ou ça. Il n'y a rien d'inscrit, si vous voyez ce qui est inscrit. On verra ça après avec l'âme et d'autres notions, mais disons que on a la possibilité, et pensez-y, de sculpter une vie à votre propre mesure. Et enfin, le dernier point sur lequel j'insisterai énormément beaucoup plus tard dans certaines vidéos, mais je pense que c'est très très important, vous allez mourir, et ça c'est quelque chose qu'on va traiter aussi en profondeur. La mort est un grand sujet en philosophie, et vous allez mourir, car vous êtes un être soumis au temps, comme moi je vais mourir, on va tous mourir, c'est pas grave. Eh bien, sachez que pendant le temps que vous étiez sur Terre, vous étiez un être en devenir, et vous pouvez devenir. Euh, on verra un peu plus tard. Je pense que je vous expliquerai aussi que ça marche pour les personnes âgées, parce qu'il n'y a pas d'âge pour faire de la philosophie, et j'essaierai d'expliquer pourquoi même quelqu'un qui est très vieux est toujours un être en devenir. Mais on verra ça un peu, si vous voulez. Et d'ailleurs, les vieux sont plus... Enfin, je vous expliquerai ça avec l'âme. Être vieux, c'est bien aussi. Voilà. On va continuer la suite par tout est une réalité physique. Nous avons une existence physique, toujours l'ontologie dans la pratique, donc mon corps a une limite, je peux le toucher, c'est tangible, voilà. Je ne ferai pas de distinguo entre le corps et l'esprit, puisque je pense que le corps et l'esprit sont ni séparés, ni tout ensemble, si vous voulez, ça marche un peu, les deux marchent ensemble, les deux marchent main dans la main, les deux se tiennent. Donc ne pas séparer le corps et l'esprit en disant que certains ont une vie physique très forte et d'autres ont une vie spirituelle très forte, ça marche pas tout à fait comme ça. Disons que les deux, je pense, marchent main dans la main, puis on verra ça au fur et à mesure. Alors vous pouvez avoir un corps, il va falloir faire en fonction de ce corps. Et si vous voulez, tant qu'à faire, ce corps, même s'il est pas beau, il est pas comme on voudrait qu'il soit, eh bien il va quand même falloir l'aimer, parce que à moins de faire de la chirurgie esthétique, ce corps, eh bien il va falloir le supporter, c'est le sien, on n'en a pas d'autre. Et si vous voulez, l'ontologie dans la pratique, ça va être de dire qu'est-ce qu'on fait de ce corps et qu'est-ce qu'on peut en faire, et voilà.
Si vous êtes quelqu'un de petit et que quand vous rentrez dans une pièce, par exemple, personne ne vous remarque, ça peut être frustrant et au bout d'un moment, on se demande si on existe vraiment puisque personne ne nous voit quelque part. Sachez que le fait d'être petit ne va rien changer du tout au fait d'avoir d'autres qualités. On peut aussi être très intelligent, on peut être très beau, etc. Être petit, comme je l'avais déjà dit, mais Napoléon était tout petit et ça l'a pas empêché de devenir un grand général, même si au niveau historique c'était pas un homme très très honnête, mais c'est pas grave, au moins il a laissé son nom sa trace dans l'histoire. Et je connais moi-même des gens qui sont plutôt petits de taille et qui ont pourtant une vie physique et intellectuelle très riche. Donc le fait d'être petit ou même le fait d'être grand n'est pas problématique, il va falloir vivre avec. Et d'ailleurs, le fait d'être petit de taille n'est pas une raison pour se voir comme étant petit socialement parlant, ou minus, comme on pourrait dire. C'est pas le fait d'être petit en taille, ça va peut-être pas vous permettre de, si vous aimez ça, de vous battre dans les bars, parce que quand vous êtes petit, vous avez tendance à vous faire écrabouiller par les gens plus grands que vous. Si vous faites de la boxe, bah, ça va peut-être être un peu plus difficile de se battre contre des gens qui font 1m90 quand vous en faites 1m60. Seulement, j'ai déjà fait des cours de boxe ou des cours d'arts martiaux ou des cours de n'importe quel sport. Vous prenez des gens au ping-pong, c'est souvent les petits qui sont les meilleurs. Donc le fait d'être petit ne détermine absolument rien dans votre existence. Il va falloir apprendre et aimer cette réalité. Et quand vous aurez appris à vivre avec cette réalité, vous pourrez en faire quelque chose. Et après revenir à l'être étant devenir, etc. Donc, ne pas oublier qu'on a une taille, un poids et un corps. Certaines personnes sont grands, c'est plutôt pratique quand on veut jouer au basket, mais il me semble que Tony Parker ne fait pas 2 mètres et pourtant c'est un très grand joueur de basket. Donc vous voyez, rien n'est écrit et c'est pas parce qu'on a un certain corps qu'on va être obligé de vivre en fonction de ce corps-là. Le corps, il y a le corps réel physique. Je pourrais moi personnellement jamais être je sais pas moi, soulever 250 kilos au développé couché, je crois que c'est foutu pour moi. J'ai simplement pas assez je suis pas assez volumineux, si vous voulez. Mais c'est pas grave. C'est si vous voulez, si vous mesurez 1m50 et vous désirez devenir le plus grand joueur de basket du monde, soit vous êtes un génie et ça va peut-être fonctionner, soit vous êtes comme tout le monde et à ce moment-là vous n'y arriverez jamais, mais c'est pas grave. L'important c'est de se fixer aussi des objectifs ou des buts dans la vie qui vont avec le corps qu'on a. Euh, c'est pas tout à fait ce que nous pousse à faire la société actuelle, mais c'est pas grave. Si vous voulez, la meilleure harmonie, c'est de vivre avec celui qu'on est vraiment. Si vous mesurez 2 mètres, vous pouvez pas rentrer dans une pièce sans que tout le monde vous remarque. Va falloir vivre avec ça aussi. C'est vrai aussi si vous êtes par exemple très beau, une très belle fille, dès qu'elle rentre quelque part, on la regarde, etc. Avec des yeux plus ou moins plus ou moins bien intentionnés. Est-ce que la beauté est une bonne chose si on décide que notre corps est séduisant ou on est beau? Eh bien à ce moment-là, on va essayer de vivre en fonction de ça et soit tirer avantage de différentes façons de cette réalité, soit on peut se dire mais c'est terrible d'être beau parce que les gens ne vous voient plus comme un être beau et jamais comme ce que vous voudriez être. Donc par exemple une belle fille qui voudrait qu'on ne voit que son intelligence devrait être plus intelligente que ça et se dire aussi qu'elle va devoir jouer sur tous les tableaux pour pouvoir arriver à ses fins. Maintenant, si une belle fille veut être intelligente, bah elle peut regarder la philosophie de combat. Non, je plaisante. Mais par exemple, c'est plus gênant parce que la beauté, c'est à peu près 4% de la population qui sont vraiment des gens qui sont vraiment beaux. Donc ça me concerne pas. Et si vous voulez, la plupart des gens se trouvent pas beaux. Surtout qu'on vous montre en plus des canons de beauté toute la journée aux médias, à la télévision, etc. Donc la plupart des gens se sentent laids. D'expérience, je sais que finalement, le fait d'être petit, grand, beau, etc., tout ça, euh, sincèrement, je pense que ça ne joue en rien sur la séduction, ça ne joue en rien sur l'intelligence, ça ne joue en rien sur la volonté, ça ne joue en rien sur la capacité d'apprentissage. À moins d'être né avec un QI de 60, ça peut arriver, mais je pense que même un QI, même quelqu'un de très bête, peut devenir très intelligent, très malin. On n'a pas besoin de tout savoir relier, on a besoin de savoir bien, si vous voulez, quand on est très bête et très moche, eh bien, soit on peut se dire c'est bien, puisque finalement, quand on est très bête, eh bien, on se rend pas compte de la réalité, donc finalement, on est un imbécile heureux quelque part. Et on peut aussi se dire, quand on est très moche et moyennement intelligent, on se dit j'ai rien pour moi. Eh bien, c'est complètement faux.
tout simplement parce que être intelligent, c'est tout simple. Déjà, il y a 9 formes d'intelligence, mais bon, passons. C'est savoir relier des choses entre elles. Et si vous voulez, moi, je peux parler de mon exemple personnel. Je le ferai pas souvent, mais là je le fais. J'ai longtemps considéré que j'étais un pauvre abruti, et puis à force de lire, de réfléchir et de regarder des vidéos, des conférences, des genres de choses, je me suis rendu compte que moi aussi je pouvais arriver, même si on m'a beaucoup aidé. Vous voyez, j'apprends vite, mais il faut qu'on m'explique longtemps, comme on dit en français. Eh bien, j'arrive aussi au bout d'un moment ça a pris du temps vraiment, mais au bout d'un moment j'y arrive aussi. Et pourtant à la base, j'étais pas bien malin. Eh bien, si vous voulez, l'idée c'est que moi, mon idée personnelle par rapport à votre réalité physique, c'est-à-dire la façon dont les neurones sont plus ou moins bien connectés en cerveau, la façon si vous êtes plus ou moins grand, plus ou moins bonne santé, si vous manque un membre ou pas, si vous êtes petit, ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a tout un tas de choses que vous pouvez pas faire comme les autres ou pas aussi facilement que les autres, mais avec beaucoup d'apprentissage, et c'est ça qui est génial chez l'être humain, c'est que même quelqu'un qui est né petit, moche, et comme disait Coluche là, eh bien lui aussi peut arriver à faire de grandes choses. C'est juste une question de représentation, de volonté, et on peut travailler. Si vous pensez que vous êtes bête, eh bien je peux vous dire tout simplement que vous pouvez travailler sur votre intelligence. Ça se travaille, l'intelligence, c'est comme finalement un peu tout dans l'existence, et c'est ça qui est génial chez l'être humain, c'est cette capacité d'apprentissage. Quelqu'un qui est très intelligent mais qui ne travaille jamais restera quelqu'un, on va dire, qui a un petit peu parfois des bonnes réflexions, mais ça s'arrête un peu là. Quelqu'un qui est pas très intelligent mais qui travaille énormément, lui aussi peut devenir quelqu'un de bien plus malin que celui qui avait les capacités à la base de de réfléchir. C'est exactement symétriquement la même chose pour quelqu'un qui est beau. Quelqu'un qui est beau aura des très grandes facilités à séduire, comme une belle fille, ce genre de choses. Mais si vous voulez, une euh, une fille ou un homme qui n'est pas beau, eh bien aura les mêmes capacités de séduction s'il travaille un petit peu son langage, tout un tas de choses, hein, son allure, ce genre de choses. Et finalement, on se retrouve dans une société qui n'est pas, si vous voulez, égalitaire à l'origine, parce qu'on a tous un corps qui est très différent les uns des autres, mais c'est comme ça. Par contre, avec beaucoup de travail, n'importe qui peut devenir beau ou intelligent. Et même le mieux d'ailleurs n'est pas de devenir beau, intelligent, puisque finalement, comme je vais le voir juste après, personne ne peut juger vraiment des êtres. Alors plutôt que de penser qu'on est beau, qu'on est un être beau, intelligent, grand, petit, etc., comme j'ai dit pour les gens qui sont petits à la base, eh bien, l'important n'est pas de se sentir petit, l'important n'est pas d'avoir des représentations de soi négatives. C'est-à-dire que si vous voulez vivre en harmonie avec vous-même et que vous, objectivement, ou par rapport à ce qu'on vous montre dans les médias, ce genre de choses, vous pensez que vous n'avez pas le niveau, vous êtes bête ou vous êtes pas beau, eh bien, si vous travaillez sur vos représentations, vous pouvez arriver à tout. Pensez à ça, tout simplement. Quelqu'un qui est beau, vraiment beau, mais qui à l'intérieur de lui a une représentation de lui-même où il se sent comme étant moche, eh bien cette personne-là va avoir un pouvoir de séduction dû à son insécurité, qui est dû à ses représentations qui lui font croire qu'il est moche alors qu'il est beau. Eh bien, par rapport à ses représentations, c'est lui qui va avoir le plus petit pouvoir de séduction, puisque malgré le fait qu'il soit beau, il pense qu'il est moche. Et à l'inverse, quelqu'un qui est moche mais qui se sent comme étant beau, eh bien c'est sans doute lui qui va avoir le plus grand pouvoir le plus grand pouvoir de séduction, tout simplement parce que ses représentations lui permettent de se sentir beau avec son corps, avec sa vie et ce genre de choses. Donc, surtout, bon, ça on verra ça en détail, travailler sur ses représentations, mais surtout, on a un corps, il est là, il faut l'aimer, etc. Et il faut surtout avoir des représentations positives. Ensuite, un corps, c'est magnifique, on en a un, et si on peut, il va falloir savoir l'entretenir, savoir le cajoler, lui faire plaisir, le faire travailler, il va falloir le maîtriser. Alors, pour maîtriser son corps, il y a lire des livres et réfléchir, ça c'est évident, ça c'est essayer de maîtriser un peu mieux son esprit. Encore une fois, quelqu'un qui maîtrise mieux un esprit qui n'est pas très malin à la base, eh ben s'en sort mieux que celui qui est très intelligent mais qui ne maîtrise pas son esprit. Eh bien, on peut la lecture, le Internet est bien aussi pour ça. Vous pouvez faire un tour sur Wikipédia, vous renseigner sur un sujet, y réfléchir, ce genre de choses. Ou aussi faire du sport, parce qu'un corps peut être petit et faible, mais avec beaucoup de musculation, des arts martiaux, je ne sais quoi, eh bien un corps peut devenir soudain une vraie arme de combat. Rien à voir avec la philosophie de combat, mais un petit peu quand même.
Donc si vous voulez, vous pouvez faire de la musculation, de l'athlétisme, etc. Et même un corps qui finalement ressemble à rien à la base, eh bien vous pouvez en faire le sculpter, ou on peut aussi penser qu'on peut sculpter son corps en ne faisant rien. Bon, un peu plus difficile, mais en tout cas, si vous voulez soulever un poids de 150 kilos, si vous y arrivez, eh bien pas tout le monde, mais presque tout le monde peut y arriver si il se donne la volonté de le faire. Et donc ne jamais vraiment juger d'un corps par rapport à ce qu'on pense, de ce que l'on est. Là, on est dans l'ontologie. Quand on pense son être, on va avoir tout un tas de représentations qui sont souvent mauvaises. Eh bien, il va falloir travailler dessus, il va falloir les changer, et on peut le faire, ne serait-ce qu'en réfléchissant, mais aussi on peut le faire en faisant du sport. Et d'ailleurs, je vous conseille de faire du sport parce que c'est toujours très agréable d'avoir un corps en bonne santé. C'est comme je vous conseillerais de vous brosser les dents, d'avoir une bonne hygiène de vie, ce genre de choses. Donc voilà, un corps, ça se respecte, et aussi il faut savoir respecter, en tout cas dans le mieux possible, le corps des autres. Partie un peu plus politique, un peu plus difficile, tout est injugeable, comme je vous l'ai expliqué, parce que tout simplement on a des raisonnements d'êtres humains, et quand je juge de la beauté de ce genre de choses, eh bien je juge, c'est un jugement non pas ontologique, c'est un jugement d'être humain. Donc je sais déjà que mon jugement n'est pas objectif, et selon moi, les jugements objectifs sont impossibles, tout simplement parce que je m'exprime avec une langue, j'ai un certain nombre de connaissances, etc., etc. Donc, mon jugement d'être humain est biaisé par le fait que je suis un être humain. Donc, je ne peux pas juger. Voilà, c'était le petit rappel. Et donc, en fait, euh, le fait que les êtres soient injugeables, et même si on va devoir le faire, et même s'il va falloir s'exprimer, il ne va jamais falloir oublier qu'on est un être humain qui juge. Malgré ça, il va falloir s'exprimer quand même. Il va falloir quand même juger de ce monde, même si on ne peut pas le faire. Et en fait, j'aimerais parler d'un sujet qui est très important. J'ai dit des mots beaux, grands, j'ai dit plein de choses. Eh bien, si vous voulez, la plupart d'entre nous, on a déjà une ontologie. Alors, on ne sait pas trop comment appeler ça, mais on dit souvent des préjugés, et on pense que les gens qui sont comme ça, on pense que, je sais pas moi, les chômeurs par exemple, comme j'avais pu le dire avant, certains vont dire les chômeurs sont des feignants, et certains vont dire les chômeurs sont des exploités, et d'autres vont dire d'autres choses. Eh bien, ne jamais poser son jugement sur ce qu'est un être. Alors, malheureusement, on est dans un monde où on est tous reliés, on verra ça après, mais donc on a déjà des liens par rapport à ses parents, qui vont nous apporter dans notre esprit un certain nombre de jugements. L'école va mettre dans notre esprit un certain nombre de jugements. La télévision va mettre dans notre esprit un certain nombre de jugements. Notre culture va mettre dans notre esprit un certain nombre de jugements. Et nos amis aussi vont mettre dans notre esprit un certain nombre de jugements. Et beaucoup de gens vous expliquent qu'est-ce que c'est l'ontologie de je ne sais quoi, les gens vont vous dire qu'un philosophe c'est quelqu'un qui réfléchit sur le sens de la vie, mais qui, si vous voulez, est tellement perdu dans les étoiles qu'il serait capable de tomber dans un trou devant lui. On va vous dire que je sais pas moi, on a des tas d'ontologies, et si vous voulez, on va essayer d'éviter ce que j'appelle, et ce qui est très important d'éviter dans la vie, ce sont les escroqueries ontologiques. Alors je vais vous expliquer d'où ça vient. Alors, la première chose, c'est de savoir que dans notre esprit, quand on, quand on finit par avoir un jugement, il est toujours subjectif, comme j'ai dit, mais quand on finit par avoir un jugement, ça vient de deux façons. La première façon d'avoir un jugement, c'est entendre une chose se répéter, se répéter, se répéter. Et à force d'entendre les choses être répétées, vous finissez par penser que c'est vrai, et vous finissez par croire que l'ontologie de telle chose ou telle chose est fausse. Donc la première façon, à force d'entendre répéter les choses. La deuxième façon, c'est que quelqu'un d'important dans votre vie, ça peut être vos parents par exemple, ou votre meilleur ami, ce genre de choses, vous disent quelque chose, et comme cette personne compte, ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un aussi de très haut placé dans la société, et quand cette personne vous dit quelque chose, vous pensez que c'est la vérité, et donc vous allez fixer votre ontologie sur un certain nombre de connaissances, parce que cette personne-là, qui est importante pour vous, vous l'a dit. Donc voilà les deux grands
Voilà d'où viennent notre connaissance de l'ontologie. Et comme je fais de la philosophie, moi, je ne peux plus croire à tout ce qu'on me dit. Et souvent, je me rends compte que quand les gens parlent, eh bien, ils ne font que répéter ce qu'ils ont soit entendu à la télévision, soit que ce que quelqu'un qui a un certain diplôme ou a fait certaines études ou a fait un certain album a fait des albums et c'est un chanteur connu et puis il a dit ça, il a dit machin et donc ça doit être la vérité, l'ontologie d'eux, etc., etc. Et donc la plupart des gens se retrouvent avec un certain nombre de préjugés sur l'être des choses qui est de toute façon subjectif, et comme on sait que c'est subjectif, il ne faut pas s'arrêter à ces préjugés. Donc il faut toujours essayer de travailler sur ces représentations, sur ces préjugés, ne plus que ce soit des préjugés, mais que ce soit plutôt des choses, si vous voulez, que vous ayez expérimenté par vous-même. C'est mieux de connaître le réel ou l'être des choses quand on l'a vu par soi-même ou quand on l'a expérimenté par soi-même que quand quelqu'un vous l'a dit. La plupart du temps, avoir de mauvaises ontologies n'est pas bien grave. Mais il y a dans votre esprit, et il y a longtemps eu dans le mien aussi, un certain nombre d'escroqueries ontologiques. Et quand je parle d'escroquerie ontologique, c'est-à-dire qu'on vous a dit que l'être d'une chose était telle chose, on vous a donné l'ontologie d'un être, on a jugé un être, ce qui est impossible mais on le fait quand même, eh bien, on vous a dit des bêtises, on vous a donné un grand mensonge, et avec ce mensonge-là, vous allez annuler, détruire tout ce que pourrait dire cette personne, car vous l'aurez préjugée avant d'avoir même entendu ce qu'elle a à dire, puisque votre connaissance ontologique vous fait dire que cette personne est, raconte des mensonges ou essaye de vous manipuler. Et ça, c'est une escroquerie ontologique. Et malheureusement, c'est un peu le début de la, on va dire de la, le début d'un peu une réflexion philosophique, c'est de dire que malheureusement, beaucoup de ces choses qu'on vous dit sont vraiment des escroqueries ontologiques. C'est-à-dire qu'on vous dit ça par des biais, pour des biais idéologiques ou à cause de biais politiques, et souvent on a des mauvaises représentations, et même ça parfois tellement mauvaises qu'elles sont dommageables pour nous et pour les autres. C'est là que j'appelle ça des escroqueries ontologiques. Alors on va voir un certain nombre d'escroqueries ontologiques qui sont malheureusement monnaie courante et qui ont souvent justifié beaucoup de, on va dire, beaucoup de violence, beaucoup des massacres parfois et ce genre de choses. Alors, on va commencer par ce qu'il y a de plus soft, hein. Souvent, on pourrait vous dire que quelqu'un est un intello. Donc, quand on vous dit que quelqu'un est un intello, avant que cette personne ne puisse vous faire ou dire quoi que ce soit, eh bien, vous allez déjà l'avoir préjugé, et donc tout son discours, aussi intéressant soit-il, sera diminué et détruit par le fait que vous ayez fait confiance, avant que cette personne puisse s'exprimer, à une certaine ontologie qui voudrait que cette personne étant un télo, tout ce qu'elle raconte c'est un truc un peu d'un télo, donc ça nous intéresse pas. Ce qui est faux. Souvent de dire que la philosophie est un truc d'un télo, eh bien c'est complètement faux. La philosophie est bien sûr une science, n'est pas une science d'ailleurs, c'est une sagesse, et une sagesse est ouverte à tout le monde. Donc voilà. D'autres escroqueries ontologiques beaucoup plus graves, celles-là, pensez à tout ce qu'on a pu vous dire sur quelqu'un qui ont les Noirs, ou les Arabes, ou les Asiatiques. Souvent, qu'on résume par le terme complètement abusif, on dit les Chinois. Oui, il y a des Chinois, il y a des Japonais, il y a des Thaïlandais, des Laotiens, etc. Et tout cela ont des particularités. Et tout cela, même un Chinois peut être très similaire à un Laotien, ça dépend de leur revenu, de leur niveau de vie, de leur histoire, etc. Et donc, si vous voulez, on a pu justifier beaucoup de saloperies au nom du fait qu'on a dit que une personne, par exemple les Noirs, on a pu dire à une certaine époque que les Noirs n'avaient pas d'âme, ce qui permettait de faire le commerce de l'esclavage. Eh bien, il se trouve que même si les Noirs ont pu lui expliquer par la suite qu'ils avaient eux aussi une philosophie, une culture et ce genre de choses, ça n'empêchait pas les gens de se dire, bah ceux-là, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Et bien sûr, il y a des raisons grâce à des, comment dirais-je, à des excuses ontologiques du fait que ces gens-là sont noirs, on va pouvoir faire un certain nombre de choses, on s'est permis de faire du pognon sur leur dos. Donc ça, c'est une escroquerie ontologique, mais il y en a d'autres. Pensez à une qui a beaucoup bouleversé le
XXe siècle, le XXe siècle, les Juifs par exemple, eh bien on a dit l'ontologie des Juifs, et avant qu'un Juif pauvre chou puisse ouvrir la bouche, on sait déjà que c'est un Juif, et comme on a déjà préjugé ce Juif avant de pouvoir, si vous voulez, comme on l'a déjà jugé avant qu'il puisse se dire quoi que ce soit, on a déjà, si vous voulez, on se permet déjà de juger une personne et d'en connaître son être avant même qu'on connaisse réellement la personne. J'ai des amis juifs et puis franchement, il n'y a pas un juif qui ressemble à un autre juif, comme il n'y a pas un noir qui ressemble à un autre noir. Comme j'ai beaucoup d'amis algériens, alors ça aussi c'est un truc qu'on dit beaucoup en France, les Algériens, je ne connais pas un seul Algérien qui ressemble à un autre Algérien. Et vraiment, hein, il y en a pas un qui se ressemble, quoi. D'autres ontologies qu'on vous donne aussi, les jeunes de banlieue, ça c'est très actuel, hein, on vous dit les jeunes de banlieue, il se trouve que je connais aussi les jeunes de banlieue, il y en a pas un qui ressemble à un autre, il y en a pas un qui a le même parcours qu'un autre, donc les jeunes de banlieue ça n'existe pas, et tout ce qu'on peut dire sur les jeunes de banlieue est faux. Faut dire quel jeune de banlieue, quel type, quelle histoire, etc. La plupart des jeunes de banlieue en France, heureusement, réussissent, obtiennent des postes assez intéressants dans différentes industries et différentes sociétés. Euh, sociétés ou entreprises, et de pouvoir juger en bloc des jeunes de banlieue en disant, comme un sociologue, voici le problème des jeunes de banlieue. Il faudrait déjà pouvoir dire qu'on puisse faire l'ontologie des jeunes de banlieue. Or, je connais tellement de jeunes de banlieue différents que j'aurais du mal à dire quels sont les points communs entre tous ces gens-là. Et comme on ne peut pas juger, on peut juste voir finalement au cas par cas. Mais comme on a tendance à synthétiser rapidement, et comme dans les médias, il faut parler des problèmes en 5 minutes, on commence par dire les jeunes de banlieue. Comme à une certaine époque, on aurait pu dire les juifs. Donc méfions-nous de toutes ces façons dont on ontologise les gens, en nous disant un certain nombre de choses sur eux, et avant même qu'on nous les présente, qu'ils puissent s'exprimer, on a déjà tout un tas de préjugés sur eux qui vont nous empêcher d'écouter leur discours. Et même moi, je fais encore parfois ces erreurs-là de quand quelqu'un me dit ce mec-là, je sais pas moi, je sais pas, un fasciste par exemple. On a tendance toujours à avoir une appréhension à parler avec cette personne parce qu'on sent que son discours de haine, on n'a pas envie de l'entendre, etc. On connaît même pas la personne, on connaît même pas son histoire ni qui c'est, et déjà on se permet de le juger parce qu'on a justement une ontologie qui va, etc., etc. Alors, un plus soft, mais que j'entends souvent et qui m'énerve beaucoup aussi, c'est les blondes. Il semblerait que on fasse des blagues sur les blondes un peu vite, mais aucune blonde ne ressemble à une autre blonde, et il n'y a pas le gène de la blonde qui ferait qu'elle serait plus bête que les autres. Ça n'existe pas, c'est juste si vous voulez, des escroqueries ontologiques. Euh, Même si celle-là n'est pas très dangereuse, mais il y en a bien d'autres, et il faut toujours éviter de poser son jugement ou de raisonner en termes de je sais pas quoi, moi, les ménagères de moins de 50 ans, comme si on pouvait donner l'ontologie, ou connaître l'ontologie, comme si on pouvait juger de l'être de la ménagère de moins de 50 ans, et même on pourrait aller plus loin, comme si on pouvait juger d'une théorie de la ménagère de moins de 50 ans, qui nous permettrait de réfléchir sur cette personne. Ça existe des ménagères de moins de 50 ans, mais en fait, il n'y en a pas une qui ressemble à une autre. Certaines alors on utilise ça dans le marketing pour pouvoir, si vous voulez, synthétiser, pour pouvoir mieux réfléchir sur la société, pour pouvoir mieux vendre des produits, ou pour pouvoir mieux, quand les choses vont mal dans une société, on va dire c'est la faute de telle ou telle personne, on va dire c'est la faute des Roms, on va dire c'est la faute des immigrés, on va dire tout un tas de choses. Or, c'est pas forcément vrai, mais avant même qu'on ait dit tout ça, on va déjà dire c'est la faute des immigrés, comme si les immigrés existaient comme un être qu'on puisse déjà préjuger. Or, c'est faux. Il y a heureusement beaucoup d'immigrés qui viennent en France et qui apportent beaucoup de choses, indépendamment de là où ils viennent. Pensez par exemple à monsieur André Citroën, qui était, je crois, néo-zélandais et puis qui a fondé l'entreprise Citroën. Euh, il y a aussi, alors j'en ai pas à l'esprit là, mais beaucoup de gens qui viennent de beaucoup d'horizons en France et qui ont des carrières brillantes et indépendamment d'où ils viennent ou de ce qu'ils ont fait. C'est pareil, peu importe d'où vous venez, quelqu'un peut être misérable un jour, pas forcément riche le lendemain, mais si vous voulez se remettre, si vous dites que quelqu'un est un chômeur, vous allez déjà avoir une appréhension. C'est comme quand vous êtes recruteur dans une entreprise. Si vous dites je suis chômeur, ça va mal passer parce que malheureusement la personne en face de vous a déjà un jugement sur les chômeurs qui va vous mettre dans une case dans laquelle vous ne voudriez pas être. Donc c'est assez difficile, sans choquer les gens, de parler de tout ça, mais si vous voulez, tout ce qui est de l'ordre du préjugé,
Faut vraiment éviter parce que la plupart sont des escroqueries qui sont là pour vous faire penser un certain nombre de choses un peu avant que vous ayez même considéré la personne. Un peu comme le chien de Pavlov qui, dès qu'on lui en fait jouer sa petite sirène, il va se mettre à baver parce qu'il pense que dès qu'il y a la sirène, il y a la nourriture qui arrive. Eh bien, la plupart des gens, on leur dit un mot et tout de suite, les fils se touchent et on n'arrive plus à penser correctement. Donc évitez les escroqueries ontologiques, soyez un peu sage, ne jugez pas de l'être, même des gens que vous détestez le plus. Eh bien, avant de savoir que quelqu'un vote pour tel parti politique ou qu'il a telle pratique sexuelle ou que peu importe, avant de pouvoir juger en bloc de ce genre de choses, réfléchissez quand vous entendez un mot, je sais pas moi, comme je sais pas, j'ai beaucoup d'amis algériens donc ils me pardonneront. Si vous entendez un mot comme algérien, la plupart des gens, les filles se touchent, ils ont déjà une certaine ontologie d'algérien, alors que très peu sont allés en Algérie, très peu connaissent l'histoire de l'Algérie, et sous doute très peu ont des amis algériens. Alors quand vous vivez parmi des gens que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer, vous connaissez mal, ou vous avez déjà des préjugés sur eux, souvent vous allez vous tromper, et vous allez vous rendre compte que vous pouvez trouver des gens de n'importe quelle culture, de n'importe quelle ontologie, qui sont très proches de vous, et qui ont un peu le même être que vous. Ça voudrait très bien dire, ce que je veux dire, que finalement, euh, demain, vous pourriez tomber amoureux ou devenir ami à peu près avec n'importe qui, à partir du moment où il a la même, si vous voulez, pas la même ontologie, mais il est un peu comme vous. Il ressemble, son âme est un peu frère ou sœur à la vôtre. Et à partir de ce moment-là, on peut dire cette personne est mon ami indépendamment de toute origine ou de toute culture ou de toute ontologie qu'on pourrait mettre derrière. Et une personne, vous pourriez l'aimer d'une histoire d'amour indépendamment de tout ce que vous voulez. Euh, Là aussi, mes amis me pardonneront. Mais quand vous dites un Colombien, il est très énervant pour un Colombien d'entendre toujours parler de flingues, de drogue, de cocaïne. C'est vraiment très énervant parce que finalement, si vous réfléchissez bien, tous les Colombiens que je connais sont des gens parfaitement très bien. Et puis même, vous pourrez trouver certains Colombiens qui pourraient être vos amis, pas parce qu'ils sont Colombiens, mais parce que, si vous voulez, ce qu'ils sont vraiment est très proche de ce que vous êtes vous aussi. Donc, évitons les escroqueries ontologiques. On peut détester quelqu'un parce que c'est un sale con, et parce que dans votre aide, vous ne supportez pas les sales cons. On peut aussi aimer quelqu'un parce que c'est un salopard, et que vous vous sentez aussi un peu être un peu un salopard. Tout ça ne pose pas de problème. Mais avant de penser que telle ou telle personne un peu ontologisés comme ça sont des salopards, à aller vers eux. Et souvent, vous vous rendrez compte que la plupart des gens, peu importe ce que vous pensiez d'eux avant, sont finalement sympathiques au contact. Il y a des cons partout, peu importe, peu importe qu'on parle de culture, d'origine. Il y a des ontologies, il y a des gens qui sont des salopards. Si on est un salopard, ça va. Si on est un mec bien, ça ne va pas. Eh bien, n'ontologisons pas les gens, allons vers eux, et puis souvent vous vous rendrez compte que quelqu'un qui pourrait être complètement différent de vous physiquement, d'origine, de culture et de tout ce que vous voulez, eh bien il y a ce quelque chose qui fait quand même que vous adorez cette personne et qu'elle est proche de vous. Donc évitons les escroqueries ontologiques. Toute petite correction parce que je suis fatigué après une longue journée de boulot. André Citroën est né à Paris. C'est son père qui était d'origine hollandaise et sa mère d'origine polonaise. Mais comme quoi, les immigrés peuvent venir dans un pays faire de grandes choses et on est bien content. Et pour rétablir la réalité, sachez aussi que malheureusement, il y a aussi des immigrés qui viennent dans un pays pour soit ils foutent le bordel, soit profiter des acquis sociaux. Ça existe aussi. Mais avant de savoir si c'est l'un ou l'autre, vaut mieux regarder au cas par cas plutôt que de juger en bloc, espèce d'ontologie comme ça qui serait les immigrés. Sachez que moi demain, si j'émigre dans un pays pour le faire prospérer, bah, tout le monde sera content de l'immigration. Si j'y vais pour tuer, violer, piller et faire des bêtises, la réaction la plus naturelle, c'est de me jeter dehors avec un grand coup de pied dans le cul. Quatrième point, tous les êtres sont reliés. Eh bien, nous sommes d'êtres parmi d'autres êtres, et nous sommes reliés entre nous, socialement, pour le cas des êtres humains, pour des raisons sentimentales ou pour tas de raisons. Donc, le fait que tout soit relié dans notre quotidien, comment ça marche ou qu'est-ce que ça a permis? Eh bien, ça vous permet de réfléchir aux liens qu'on a les uns avec les autres. Essayer de réfléchir comment on peut augmenter la force de ce lien, comment on peut la diminuer aussi. Euh, Aussi, ça permet de réfléchir, je vais aller assez vite pour cette dernière partie, hein, parce que je reprendrai ça en détail. Ça permet aussi de réfléchir à est-ce qu'il n'existerait pas un être qui relie tous les autres,
entre eux. Et ça, on aurait appelé ça Dieu, même si je suis pas convaincu de l'existence de Dieu de cette façon-là, ou un être qui ne serait pas relié aux autres et qui donnerait son sens au tout le reste, ça serait aussi Dieu. Mais c'est vrai que le fait qu'on soit relié est un grand mystère. Euh, le fait que tout soit relié permet quelque chose d'extraordinaire aussi, ça s'appelle la logique, ça s'appelle l'intelligence même. C'est-à-dire que le fait que tout soit relié permet dans notre esprit de combiner des choses entre elles. Ces choses-là, on va appeler ça des idées, et la prochaine discussion libre que je me propose dans la philosophie de combat, ça va parler des idées, des théories, des concepts. Eh bien, tout dans ce monde est relié, et donc notre cerveau, presque de façon naturelle, va avoir cette information en lui de savoir que tout est relié. Et donc, ça va nous permettre de relier dans notre esprit des choses qui sont a priori logiquement reliées entre elles, et peut-être même des choses qui ne sont pas logiquement reliées entre elles. Donc d'un côté, quand on a, si vous voulez, entre guillemets, la bonne logique ou la bonne façon de lier les choses entre elles, on dira plutôt qu'on est intelligent, puisque dans notre esprit, les choses sont bien reliées entre elles, et on peut bien les expliquer, et on peut bien les appréhender dans la vie. On peut aussi avoir, et malheureusement beaucoup de gens ont des choses qui sont reliées entre elles, qui sont malheureusement mal reliées. On verra peut-être ça avec les sophismes ou avec d'autres choses. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans notre esprit, nous ne connectons pas les bonnes idées entre elles, ou dans notre vie, nous ne sommes pas liés aux bonnes personnes, ou nous n'avons pas les bons liens avec les bonnes personnes. Avoir un lien très fort avec une personne qui nous fait souffrir n'est pas la meilleure méthode pour bien vivre. Et pareil, relier les licornes et la pauvreté, comme j'ai pu le dire avant, mais réfléchissez à tous ces mauvais liens que vous avez dans la tête. Eh bien, souvent, là, pareil, se glisse l'épistémologie, c'est-à-dire que quand on va réfléchir sur une science, quand on va réfléchir à sa vie et quand on va réfléchir tout court, on va essayer de relier des choses entre elles. Alors, il faut éviter de poser son jugement, il faut essayer d'avoir un esprit objectif et de relier des choses entre elles qu'on ne va pas juger, qu'on va juste relier pour essayer de découvrir de nouveaux concepts, comme j'ai pu en parler, ou tout simplement essayer de réfléchir à un problème. Et c'est vrai que quand on a un esprit dans lequel on a beaucoup travaillé sa logique, sachant que le meilleur moyen de travailler sa logique, c'est tout simplement d'éviter de ne pas être logique, puisque s'il y a une bonne façon de relier les choses entre elles, eh bien, il faut juste, pour la trouver, il faut tout simplement éviter de relier les mauvaises choses entre elles. Et tout ça, ça va être aussi le travail des philosophes, ou le travail du philosophe, d'essayer d'utiliser sa logique, sa capacité de raisonnement, de voir le vraisemblable de l'invraisemblable, de voir le vrai du faux, de voir les erreurs qu'on commet pour essayer d'avoir la bonne logique. Sachant que la bonne logique, la logique pure, ça n'existe pas, c'est impossible. C'est-à-dire que si on avait trouvé la bonne façon de relier les idées, ou on avait les bonnes idées déjà, qu'on avait la bonne ontologie des idées, et qu'on était capable de les relier entre elles, eh bien à ce moment-là, on aurait la logique pure, ça n'existe pas, ou la façon de raisonner la plus pure, ça n'existe malheureusement pas. La seule chose qui à limite dans l'esprit humain est capable de faire ça, c'est un outil qu'on a inventé qui est absolument génial et qu'il faut essayer de maîtriser. C'est pour ça qu'en France on fait beaucoup ça. Ça s'appelle les mathématiques. Si vous voulez, c'est le seul langage où théoriquement tout doit être logique. Et c'est pour ça que ce langage que les êtres humains ont inventé, qui sont les mathématiques, nous permet de voir un monde, si vous voulez, logique, même si le problème des mathématiques reste que ce ne sont qu'un outil, ça ne dit pas la vérité, malheureusement, sinon on pourrait vivre d'une façon mathématique et tout irait bien, parce que les mathématiques, il y a des tas de nombres qui n'existent pas. Par exemple, 1 divisé par 3, ça fait un nombre infini, ça fait un nombre qui n'existe pas, et donc on est face malheureusement à tout un tas de réalités qu'on ne peut pas mathématiser. Un sentiment, ça ne se mathématise pas. Eh bien, on peut faire un certain nombre de choses grâce aux mathématiques et relier un certain nombre de choses grâce à ça. On peut aussi essayer, si vous voulez, sans les mathématiques, bien sûr c'est un outil qu'il faut savoir utiliser, il faut savoir aussi bien poser les problèmes. Et ça aussi, ça va être de l'ordre du philosophe de réfléchir à la bonne façon de bien se poser les problèmes. Ça permet, si vous voulez, un problème bien posé, c'est déjà 50% de la solution qui est trouvée. Après, on peut utiliser les mathématiques, la logique, mais il va falloir travailler sur sa logique. Et comme je l'ai dit, le meilleur moyen, c'est d'arrêter d'être illogique dans son esprit. Pour finir cette vidéo, je dirais que voilà tout ce que peut vous apporter l'ontologie dans la pratique. Si vous voulez une réflexion sur ce que sont les êtres et ne pas poser son jugement.
faut essayer absolument d'éviter ça parce que ça nous bloque, ça nous empêche d'avancer dans la vie et c'est vraiment ce qui est plus contraire à ce que j'appellerais plus tard, et je définirai ça plus tard, mais la philosophie de combat. Maintenant, pour tous ceux qui font un peu de philosophie, ils vont m'accuser de confondre les êtres et les idées. Tout simplement parce que Platon aurait vu les êtres comme Platon aurait vu les idées comme des choses immatérielles. Alors évidemment, je ne suis pas platonicien, donc je peux me permettre ce genre d'écart en disant que les idées sont des êtres. La preuve est la suivante. Pensez à l'idée de démocratie. Eh bien, si vous exterminiez tous les peuples de la planète, sauf certains peuples qui vivent au fin fond de l'Amazonie, l'idée de démocratie serait morte tout simplement parce que la Terre, tous les êtres humains qui ont cette idée n'existaient plus. Eh bien, l'idée de démocratie serait morte. Peut-être qu'elle serait réinventée, retrouvée ou repensée par la suite, mais instantanément, si vous éliminez tous les êtres humains de la Terre qui ont en tout cas l'idée de démocratie, ce n'est pas ceux qui restent qui vont l'avoir. Ils vont peut-être y arriver, mais ça ne marche pas tout à fait comme ça. Donc je pense que les idées sont aussi des êtres, et comme tous les êtres, elles ont une réalité physique. C'est pour ça que je me suis permis de faire un peu parfois l'amalgame ou de parfois choisir mes mots un peu librement. Mais vous m'en excuserez, je fais de la philosophie un peu pour tout le monde. Et puis je suis aussi fatigué, je suis un être aussi soumis au temps qui a besoin d'aller dormir. Euh, la prochaine vidéo, ça sera sur les idées, théories et concepts. Parce que je ferai plus tard... ça risque de surprendre les plus philosophes d'entre vous. Je ferai l'éloge de Platon, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce qu'a dit Platon. Enfin, l'éloge de Platon pour ce qu'a dit, pour certaines idées géniales de Platon, mais je vous laisse la surprise. Alors j'espère que tout ce que je vous ai dit va un peu vous aider. Je reviendrai en profondeur sur tout ce que j'ai dit, bien évidemment. Ce n'est que le début d'un long voyage philosophique. J'espère faire ça le plus longtemps possible de toute façon. J'espère que j'en ai dit ni trop, ni pas assez, ni trop peu. Et je vous retrouve très bientôt. Je vous retrouve très bientôt pour tout ce qui est idées, théories, concepts. Merci de m'avoir suivi.